Bonsoir à tous et bienvenue à cette conférence originale organisée à l'occasion du 5e anniversaire de l'association BICI. Donc voilà pour le programme de ce week-end. L'association BICI a été créée le 24 juin 2009 dans la dynamique internationale de mobilisation suscitée par la tenue du sommet de Copenhague sur le changement climatique. Ses membres ont décidé d'agir sans relâche face à la crise écologique et sociale majeure à laquelle nous devons et allons devoir faire face dans les années à venir. Son action s'inscrit dans la bataille planétaire pour l'urgence climatique et la justice sociale, en étant bien ancrée au Pays Basque. Depuis sa création, elle n'a cessé de se développer, le nombre d'adhérents de l'association passant d'une vingtaine à 300, preuve que les problématiques traitées par BICI ont trouvé un écho favorable. Ce soir, 5 années de lutte incessante vont être passées en revue à travers la diffusion de nombreuses vidéos des actions réalisées et commentées par des militants de l'association. Et on tient à remercier les bénévoles qui ont filmé ces vidéos. Donc, je vous les nommer Christophe Pixot, Alain Mchia, Ramuncho, Xavier, Canal Doudé aussi, Cyril et Iban qui va filmer la conférence de ce soir. Donc on vous montrera, expliquera d'abord en quoi selon BICI le climat et la question de l'énergie sont des enjeux centraux pour l'humanité. Ensuite nous allons aborder la question des transports, la réflexion et les actions entreprises pour développer des alternatives concrètes aux tout-voitures, comme les transports collectifs et l'utilisation du vélo. On vous parlera également du fonctionnement de l'association et de son organisation, le lien qu'il existe entre social et l'écologie, le thème de la finance éthique et des problématiques concrètes. Les différents intervenants tenteront de vous expliquer la philosophie de l'association en vous présentant son esprit radicalo-pragmatique, la non-violence active, le lien entre le local et le global, et l'humour et l'imagination au service de propositions et d'alternatives sérieuses et concrètes. Et pour commencer, nous allons diffuser 4 vidéos liées au changement climatique et à l'énergie qui seront commentées par Magali et Nicolas. Beraz, BICI elkartea 2009ko ekainaren 24an sortu zen, urte berean Kopenhageko aldaketa klimatikoari buruzko gailurraren inguruan piztu mobilizazio dinamikan. 5 urtez etengabe garatu den elkarteuntako kideek, jananik jasaiten eta geroan jasanen dugun krisia ekologiko eta sozialaren aintzinean, isilik eta geldirik ez egoitea erabaki dute, larrialdi ekologikoari buru egiteko, aldi berean justizia sozialaren aldeko borrokan parte hartuz toki eta mundu mailan. Hastapenean 21 kide baziren, orain 300, biziren ekintzek jendearen interesa piztu dutelako seinale. Hastapenean elkarteak bere ekintza hastapenetik Ipar Euskal Herrian errotu nahi izan du. Gaurko gaualdiaren bidez, elkartearen etengabeko lana aurkeztu nahi zaizue eta azken 5 urtetako ekintzen bideoak ikusten ahalko dituzue. Beraz, larrialdi klimatikoak eta hori lotua den krisia energetikoak gizadiaren geroa azkarki baldintzatuko dutela erakustera entxatuko gira, horren zergatiak esplikatuz. Ondotik garraioen mailan eramanak diren gogoetak eta ikintzak aurkeztuko dizkizuegu. Autoaz beste garraio bideen aldekoak, hala nola garraio kolektiboak eta bizikleta. Bestalde, elkartearen funtzionamendua eta lantalde desberdinetako antolaketa azalduko zauzue, baita ere sozialaren eta ekologiaren arteko lotura, finantza etikoaren gaia eta gauzatu diren alternatiba konkretuak. Xedea, elkartearen filosofia aipatzea da, bere programa erradikala eta pragmatikoa aurkeztuz, bortizkeriarik eza aktiboa, toki eta mundu mailakoaren arteko lotura, umorea eta irudimena alternatiba eta proposamen zehatzen zerbitzuko izaiten handirela erakutsiz. Eta mintzaldi unen bat-bateko itzulpena ezin izan dugu antolatu, etxatu gira, baina ez dugu lortu, beraz barkatu frantses hutsen izanen baita. Eta beraz hasiko dugu mintzaldia orain, klimaldaketari eta energiari buruz antolatuak izan diren 4 ekintzen bideoak erakutsiz, eta ondotik Magali eta Nikolasen hitzartzeak entzunen ditugu. Gaualdion deneri, bonsoir à tous. Sur le seul siècle dernier,
les événements météorologiques extrêmes tels que cyclones, inondations, sécheresses, fonte de glace sont liés à une augmentation de température de 0,6 degrés Celsius. Pour le siècle en cours, les scientifiques situent entre 1,8 et 4 degrés Celsius, voire plus, l'augmentation prévue de température, soit une hausse comparable à celle survenue depuis la dernière ère glaciaire. Une augmentation de température de 1 degré provoquera un risque de disparition de 30% des espèces animales et végétales de la planète. Avec 2 degrés, on assistera à une hausse très sensible du niveau des océans, l'effondrement de la productivité agricole des pays tropicaux et la multiplication d'inondations côtières. Avec 3 degrés, certains écosystèmes produiront plus de CO2 qu'ils n'en absorbent, provoquant un effet boule de neige et un emballement du climat, la famine pour 600 millions de personnes, une pénurie d'eau pour 3,5 milliards d'humains. Les politiques en voie d'élaboration pour la période 2012-2050 laissent présager une hausse de température de 4 degrés. Il ne reste plus que 10 à 15 ans pour changer de cap. Lors du sommet de Copenhague, les pays industrialisés doivent s'engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, responsables du réchauffement climatique, de 40% avant 2020, au lieu de 20% comme envisagé aujourd'hui par l'Union européenne. N'attendons pas qu'ils décident à notre place. Depuis plus d'un siècle, tout marche grâce aux énergies fossiles. Le charbon dans un premier temps, puis le pétrole et le gaz. Ces énergies fossiles bon marché, on s'en sert partout. Dans l'industrie, l'électricité, l'agriculture, les matériaux plastiques, le chauffage, les transports. Les supermarchés ont remplacé les commerces de proximité, on habite loin de notre boulot, les animaux d'élevage proviennent d'un endroit et les céréales pour les nourrir proviennent d'un autre, des milliers de kilomètres les séparant, et tout ça, on le retrouve dans un schéma mondial. Le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui n'a aucune chance de durer, pour des raisons tout simplement physiques. Les énergies fossiles sont présentes en quantité limitée et non renouvelables à l'échelle de l'homme. Et elles facilitent un gaspillage de ressources renouvelables qui nous font consommer une planète et demie à crédit alors qu'on n'en a qu'une à notre disposition. Outre la pollution atmosphérique et le renforcement de l'effet de serre dont va vous parler Nicolas, le problème majeur est notre dépendance totale à des sources d'énergie qui sont en train de se tarir avec des besoins en énergie qui augmentent. Au rythme actuel de nos consommations, le pétrole sera la première énergie fossile dont on devra se passer. Pour pallier ce manque, on va dépenser des fortunes en grands projets inutiles pour aller exploiter les sables bitumineux, le gaz de schiste et bientôt le pétrole dans l'Arctique. Ces énergies suprapolluantes sont de plus en plus difficiles à extraire et à raffiner et coûtent forcément de plus en plus cher. Nous rentrons désormais dans l'ère de l'énergie chère qui va poser un énorme problème social pour la consommation d'une minorité qui peut se payer une énergie chère. Les plus pauvres seront les premiers touchés, autant par le coût de l'énergie que par les saccages grandissants dus à son extraction. Des alternatives existent. Il nous faut reconsidérer entièrement notre type de développement, notre modèle socio-économique et notre organisation politique. Il ne faut pas seulement redistribuer le gâteau, mais il faut également en changer la recette. C'est les autres là, en disant que Biarritz allait être sous la mer. Bah voilà, c'est ça. Quelle bande de cons. Et comme vous l'avez vu dans la première vidéo, donc depuis le 19e siècle, le climat est en train de se modifier par accentuation de l'effet de serre, accentuation qui est due à la combustion des énergies fossiles dont vient de nous parler Magali. Alors les variations naturelles du climat, elles existent toujours, mais par-dessus ces variations naturelles, il vient se superposer une tendance de réchauffement à long terme. Concrètement, on a gagné sur les 160 dernières années 0,8 degrés. Alors quand on entend 0,8, on se dit c'est pas grand-chose. Sauf qu'avec cette petite augmentation-là, dès aujourd'hui, on observe des fontes des glaces, que ce soit au niveau des pôles ou dans les montagnes. On observe des modifications dans le rythme des saisons. Il y a des espèces tropicales qui migrent vers l'autre latitude, ou alors des espèces qui se déplacent vers l'altitude en montagne. Et puis on a une recrudescence d'événements météo extrêmes, que ce soit des canicules, des pluies extrêmes avec des inondations, ou des sécheresses.
Et puis aussi, un truc important, c'est que les émissions, elles ne restent pas stables, elles s'accentuent. Chaque année, ils s'en consomment encore plus que l'année avant de pétrole, et donc les émissions, elles croissent de la même façon. Par exemple, sur les 14 dernières années, depuis l'an 2000, il s'est émis plus du quart de toutes les émissions qui avaient lieu dans les 150 années précédentes. Ça, c'est parce que le monde, globalement, il est de moins en moins paysan, de plus en plus industriel, et donc de plus en plus consommateur d'énergie fossile. Alors, comme Magali l'a dit précédemment, les énergies fossiles, elles déclinent. On peut se dire, ben, tant mieux, parce que du coup, ça va sauver le climat. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Beaucoup de gens pensent ça, mais c'est une erreur. Parce que les ressources actuelles, même déclinantes, elles sont suffisantes pour nous amener déjà au seuil des 2 degrés dont Iban nous parlait dans le fameux jeu que vous avez vu qui veut gagner des degrés. Ce seuil, en fait, c'est un point de non-retour à partir duquel déjà il va avoir lieu des événements extrêmes au niveau de la hausse du niveau des mers ou au niveau de certaines fontes de glace. À titre d'exemple, le Groenland, si la glace qu'il y a dessus arrive à fondre complètement, ça mettra au minimum 50 000 ans à se reconstituer. Et puis, au-delà de ce seuil-là, parce que la tendance actuelle nous amène au-delà de ce seuil, vers les 3 et 4 degrés, là s'enclencherait des phénomènes de rétroaction, c'est-à-dire qu'il y a des écosystèmes qui se mettraient à relarguer plus de carbone dans l'atmosphère qu'il en absorbe. Du coup, en larguant du carbone, ils vont augmenter l'effet de serre, du coup, ça va augmenter le réchauffement, et en retour, ça augmenterait les émissions de carbone. Ça ferait un effet de boucle, et à partir de là, tout partirait en vrille, en fait. Et c'est vers ces 3 à 4 degrés-là qu'on se dirige aujourd'hui, et ça serait un changement d'air géologique. Donc par le passé, les changements d'air géologiques se faisaient sur plusieurs milliers d'années, et l'humanité était soit naissante, soit elle n'était même pas présente, et donc les espèces vivantes avaient le temps de se déplacer, de s'y adapter. Là, ça se passe en un laps de temps extrêmement court, et puis on est 8, bientôt 9 milliards à ces échéances-là. Donc si on arrive à ces seuils de 3-4 degrés, là, ça serait trop tard pour faire des sommets internationaux sur le climat et pour essayer d'enrayer les choses. La seule option qui nous resterait, ça serait s'adapter, bon an, mal an, autant que faire se peut au changement. Et ça coûterait beaucoup plus cher au niveau déjà humain, et puis au niveau écosystémique et économique. Et ça coûterait beaucoup moins cher dès aujourd'hui commencer à réduire drastiquement nos émissions de carbone. Donc aujourd'hui, il est encore temps de faire bouger les choses pour rester sous le seuil des 2 degrés. Si la réduction des émissions relève d'abord d'actions internationales, l'adaptation relève d'une multitude d'actions, le plus souvent locales, touchant tous les secteurs. Il faut placer l'humanité au-dessus du profit et privilégier la solidarité sur la compétition. Il faut en finir avec le productivisme et la surconsommation. C'est à la veille du sommet de Copenhague, dans un contexte de forte mobilisation populaire, qu'est né BC, afin de travailler sur le double enjeu social et écologique. C'est un mouvement jeune et dynamique qui travaille dans l'urgence. Le temps nous est compté. Heureusement, il nous reste encore quelques années pour changer de cap. Tout est encore possible, mais il faut nous mobiliser pour empêcher le pire. Et puis ce qu'on voit, c'est que déjà sur ces 5 années d'existence de BC, il y a une prise de conscience qui s'installe. Au tout début, en 2009, vous l'avez vu dans la première vidéo au Rocher de la Vierge, il y a une dame qui disait « quelle bande de cons » par rapport à l'hypothèse que Biarritz serait menacée par la hausse du niveau des mers. Et là, l'hiver dernier, comme on l'a vu, il y a eu des recrudescences de tempêtes, tous les 15 jours, soit à la pleine lune, soit à la nouvelle lune, avec des gros coeffs de marée. Ça, c'est le paramètre de toujours, mais vient aujourd'hui s'ajouter la hausse du niveau des mers et des recrudescences de tempêtes. Et ça vient, on a vu les dégâts que ça fait. Il y a eu de morts à Biarritz et il y a eu, au niveau économique, énormément de dégâts en termes d'érosion de la côte. Et aujourd'hui, on commence à réfléchir à ces phénomènes-là dans une perspective de long terme. Et on se rend compte que ceux qui avant étaient des tempêtes ponctuelles qui arrivaient une fois tous les 50 ans, ça risque de devenir la normalité à l'avenir. Et donc, si rien n'est fait, on s'acheminerait vers des hivers, on aurait des événements comme ça à répétition. Et ici, en Pays Basque Nord, au niveau local, la plus grosse source d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les transports. Et c'est un des axes majoritaires du travail de BC. Ça va être le thème des vidéos que vous allez voir maintenant. Bonsoir, bienvenue sur France 3 Esqualéry. Le rallye du Pays Basque s'est achevé samedi avec 2 spéciales pleines de rebondissements. Un vrai feuilleton à suivre dans ce journal. Ce soir, nous irons aussi du côté de Bayonne où l'association écologiste BC organisait une manifestation en vélo samedi. 150 cyclistes sur la route entre Bayonne et Anglet. Ce n'est pas une balade mais bien une manifestation. À l'appel de l'association altermondialiste BC
Élus et anonymes ont enfourché leur vélo samedi pour défendre le chronobus et réclamer plus de transports en commun sur l'agglomération du BAB. Ce qu'on défend, c'est le principe de retirer des voies au trafic automobile pour favoriser toutes les alternatives possibles. Il faut savoir que le trafic automobile sur le BAB, c'est 400 000 tonnes de CO2 rejetées chaque année dans l'atmosphère. Derrière cette action, il y a donc la volonté de réduire l'émission de gaz à effet de serre et ainsi de lutter contre le réchauffement climatique. Installé début juillet, après la mise en place d'une voie réservée au transport en commun sur la route départementale 810, le chronobus a suscité la colère de nombreux commerçants, mais pour les manifestants, cette ligne est un vrai pas en avant. C'est une nette amélioration qu'il faut absolument faire durer et développer même sur d'autres lignes de l'agglomération. Par exemple, il pourrait très bien y avoir un bus qui passe sur le BAB. Je pense qu'il est temps de se mobiliser pour qu'on puisse circuler autrement qu'en voiture. C'est une voie où on circule à l'aise. Ah, moi je trouve ça une bonne idée. Vraiment, on ne pouvait pas faire mieux. Fin septembre, Bissy organise une nouvelle action, la traversée du Pays Basque Nord à vélo, au départ de Mauléon et à destination de Bayonne. Bon, je ne sais pas vous, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir autant de vélos et de bus circuler sur le BAB. Malheureusement, ce n'est pas la réalité. Dans la réalité, c'est assez différent. 8 fois sur 10, ce sont des voitures qui circulent. Et souvent, il n'y a qu'une seule personne à l'intérieur. Le vélo, c'est 1 fois sur 100. La marche, c'est 15%. Et le bus, c'est 4%. Il faut savoir que grâce à une énergie bon marché, l'avènement de la voiture individuelle a marqué une mutation profonde de nos sociétés et de notre mode de vie tout entier. En quelques décennies, la voiture s'est imposée comme le moyen de transport par excellence. Elle a favorisé l'essor des grandes surfaces qui ont provoqué une augmentation des transports de marchandises sur des distances de plusieurs milliers de kilomètres. Face à la double contrainte énergie et climat, nous devons changer notre logiciel transport, aussi bien pour les personnes que pour les marchandises. En France, le secteur des transports, ça représente 26% des émissions de gaz à effet de serre. Ici, sur l'agglomération et un peu plus généralement en Pays Basque, c'est 60%. C'est énorme, mais du coup, pour lutter localement contre le dérèglement climatique, on a une cible toute trouvée, la voiture évidemment. Alors, est-ce qu'il est facile de réduire ces émissions de gaz à effet de serre? Pour provoquer un peu, je dirais que oui. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, selon l'ADEME, qui est, vous le connaissez tous, hein, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en ville, un trajet voiture sur 4 fait moins d'1 kilomètre. Et 1 kilomètre, c'est à peine 10 minutes à pied. Toujours en ville, un trajet sur 2 fait moins de 3 km et il est fait en voiture. Et 3 km, à vélo cette fois-ci, c'est encore 10 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec la marche et le vélo, on pourrait au moins diviser par 2 le nombre de voitures qui circulent en ville. Ça montre quand même la marge de progrès qu'on a devant nous. Et puis pour les trajets plus longs, le bus, le train, le covoiturage offrent des alternatives aux tout-voitures. Dès sa création en 2009, Bissy a travaillé sur les alternatives aux tout-voitures. La mobilisation que vous venez de voir là en image pour la création de voies de bus en site propre marque une des premières victoires de Bissy. En effet, il faut savoir qu'à l'époque, les commerçants riverains de la 810, l'ancienne Nationale 10, avaient mis le paquet pour stopper ce projet. Pétition, recours devant le tribunal administratif, mobilisation sur les réseaux sociaux. Ils s'opposaient tout simplement à l'idée qu'on puisse enlever une voie de circulation aux voitures pour y faire rouler des bus. Après avoir mis 150 cyclistes sur cette voie et pas mal bataillé, la contestation s'est éteinte, je dirais presque du jour au lendemain. Cette petite anecdote montre quand même que batailler et militer localement, ça peut porter ses fruits. Parmi les alternatives aux tout-voitures, il y a aussi évidemment le vélo. En 2010, Bissy a réalisé le diagnostic citoyen vélo sur l'ensemble de l'agglomération. C'était une grande enquête de terrain où plus d'1 millier de cyclistes ont participé. Une 50aine de points noirs ont été identifiés et consignés dans un rapport que vous pouvez consulter sur le site internet de Bissy. Et pour chaque point noir, donc pour chacun de ces 50 points noirs, des solutions ont été proposées. Ce rapport a été présenté à plusieurs collectivités, le Conseil général, la ville de Bayonne, la ville de Biarritz et d'autres.
Des premiers aménagements ont été réalisés, même si c'est vrai, ça ne se fait pas toujours aussi vite qu'on aurait souhaité le voir. Et de ce travail d'expertise citoyenne qu'a constitué le diagnostic citoyen vélo, a découlé l'action de Bicicleta, dont John vous parlera tout à l'heure. Alors c'est vrai que nous consacrons beaucoup de temps à batailler sur les questions de bus et de vélo, aussi parce que ce sont des alternatives concrètes qui peuvent être mises en place au quotidien par chacun de nous et qui permettent d'agir concrètement pour réduire notre impact sur la planète. Mais le travail de Bici en matière de transport ne se résume pas qu'au vélo et au bus. On bataille aussi sur les questions du fret, de l'avion et bien sûr de la LGV. Par exemple, pour illustrer mon propos, en 2010, aux côtés des cheminots, on a bataillé contre la casse du fret ferroviaire et lutté contre la suppression du wagon isolé qui menaçait 6 000 emplois cheminots et qui risquait de remettre sur les routes 1 200 000 camions supplémentaires. Enfin, et ce sera une surprise pour personne, nous nous opposons fermement avec d'autres aux grands projets inutiles que sont la LGV ici, mais aussi ailleurs, et à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Bretagne. Ces projets sont sans intérêt pour la grande majorité de la population. Ces projets vont à l'encontre du bon sens populaire. En matière de transport, le bon sens, ce serait par exemple de permettre à des gens de circuler entre Garassi, Saint-Jean-Pied-de-Port et Bayonne en une trentaine de minutes, et non pas d'avoir la possibilité de rallier Paris en 3h30. Pour une raison simple, c'est que le potentiel de gens qui pourraient prendre le train ici pour aller à Garassi ou pour aller de Garassi à Bayonne est significativement plus important que les gens qui pourraient aller d'ici à Paris tous les jours. Le bon sens, donc, ce n'est pas de réaliser cette LGV. Et pourtant, les collectivités, ici, localement, s'entêtent à financer ce projet. C'est le cas du département des Pyrénées-Atlantiques, qui a mis sur la table 85 millions d'euros pour financer le tronçon entre Tours et Bordeaux, alors même que dans ce même temps-là, il peinait, le Conseil général, à trouver des financements pour assurer le transport des élèves pour aller à l'école. Clairement, nous ne sommes pas d'accord avec ça et nous le faisons savoir. Juste pour info, l'action banderole là qu'on a vu qui était déchirée, en fait c'était quelques jours avant cette grande manifestation. Et même sur la vidéo, si on ne voit pas bien le message, il avait été vachement relayé par les journalistes à ce moment-là. Et surtout, ça avait fait un énorme coup de pub pour la manifestation qui se tenait juste après. Donc même si elle était techniquement qu'à moitié réussie, en fait, médiatiquement et politiquement, ça avait été un gros succès. Là, moi, je vais intervenir sur le logiciel radicalo-pragmatique, terme barbare qu'on emploie très souvent à Bici pour nous définir. Qu'est-ce que ça veut dire le logiciel radicalo-pragmatique? C'est qu'on essaie d'éviter deux écueils. Celui d'être radical sans être pragmatique, c'est-à-dire on prônerait des changements radicaux du système, mais comme on est minoritaire et qu'on n'a pas le rapport de force, on ne les obtient pas, et du coup on reste dans l'incantation et pas dans l'action. Donc il faut qu'on vise des objectifs atteignables. Mais l'autre écueil, c'est qu'en visant des objectifs atteignables, comme on est quand même minoritaire, c'est rapidement des objectifs dérisoires et trop superficiels par rapport à ce qu'on voudrait obtenir, et donc on se demande à quoi ça sert de militer. Ce dilemme, on cherche à le résoudre en visant certes des objectifs atteignables, donc qui sont limités, mais qui réunissent deux autres critères importants. D'abord des objectifs qui contiennent en eux-mêmes l'idée du changement plus global qu'on souhaite, même si l'objectif lui-même est limité. Et deuxièmement, des objectifs qui sont susceptibles d'enclencher des dynamiques d'accumulation de force, qui fait qu'une fois qu'on a atteint l'objectif, on est plus nombreux, et donc on est plus fort pour viser des objectifs plus ambitieux. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier d'un objectif stratégique. Et c'est au cœur de notre logiciel radicalo-pragmatique. C'est ce qu'on a essayé de faire avec c'est ce qu'on essaie de faire tout le temps, mais notamment avec la campagne pour le vélo à Biarritz. Là,
comme disait Ivan, ce qu'on vise à terme, c'est un changement radical et global de nos modes de déplacement, mais on a visé une ville, Biarritz, parce qu'elle n'avait aucun aménagement cyclable, et dont le maire Didier Borotra refusait même de nous refuser pour qu'on lui présente le diagnostic citoyen vélo qu'on avait fait, contrairement au maire des autres villes. Donc pour ces raisons-là, on pensait que c'était un objectif atteignable. Mais tout en essayant d'atteindre cet objectif, on essaye de mener la campagne de manière à faire réfléchir à quelque chose de plus global, c'est-à-dire pas seulement le vélo à Biarritz, mais le vélo en général déjà. Pour nous, ce n'est pas un mode de déplacement ancien et ringard, mais un mode de déplacement du futur. Et donc on va faire une campagne pour déringardiser le vélo et pour faire réfléchir à la politique des transports plus générale à Biarritz, et pas seulement le vélo et le transport à Biarritz, mais faire réfléchir à la question plus globale du climat. Donc là tu peux envoyer la photo. On a commencé cette campagne par une première action pour mettre les pieds dans le plat, c'est-à-dire c'était pendant le salon de l'auto à Biarritz, où on disait clairement il n'y a aucune piste cyclable à Biarritz, est-ce qu'on trouve que c'est normal? Ça a ouvert la première brèche médiatique parce que ça a tout de suite été relayé et du coup là pour le coup Borotra a réagi. Et juste après on a fait une conférence de presse, voilà, et pendant ce temps on circulait à vélo en disant que Borotra refusait le vélo. Et ensuite on a fait une conférence de presse où on a annoncé qu'on offrirait à Didier Borotra une bicyclette qu'on a nommée Bicycletta, qu'on a remise à neuf exprès pour ça, et qu'on la lui remettrait le dernier jour du sommet mondial pour le climat, qui se tenait à ce moment-là à Durban, en Afrique du Sud. Et ça dure 10 jours ce sommet. Donc ça nous faisait toute une période pour faire une campagne. Avec cette idée de cadeau, on voulait placer le maire Didier Borotra face à un dilemme, parce que soit il refusait le vélo, et en fait ça officialisait sa politique non cyclable très rétrograde, et en plus ça le faisait passer pour le méchant et le rabat-joie de l'histoire. Mais s'il acceptait le cadeau, pour lui c'était plus difficile de ne pas parler du vélo à Biarritz, de ne pas nous reconnaître comme interlocuteur, de ne pas ouvrir le dialogue. Chose que jusqu'ici il refusait de faire. Et pour faire en sorte que ce dilemme soit vraiment réel, on a créé tout un feuilleton médiatique pendant tout le sommet du climat de Durban à Biarritz. Donc le premier jour du sommet, on a circulé à Biarritz et donc toutes ces actions étaient à chaque fois avec la bicycletta pour la médiatiser et la rendre populaire, avec une piste cyclable autoportée, puisqu'il n'y a pas de piste cyclable à Biarritz. Et donc voilà, ça c'était le premier jour. Et toute la semaine, on a fait des actions. Par exemple, ensuite, c'est un ours polaire qui se promenait à Biarritz avec la bicycletta, et notamment qui se demandait pourquoi il n'y avait pas de double sens cyclable, comme ça se fait dans plein d'autres villes. Et donc lui, finalement, qui montrait qu'on passait très bien à vélo en contresens cyclable, puisque, soi-disant, c'était trop étroit, les rues à Biarritz, pour le faire. Un peu plus tard, c'était un chevalier en armure qui roulait à Biarritz pour illustrer les problèmes de sécurité. Et on avait aussi un témoignage d'un ancien membre du conseil municipal qui avait été accidenté. Et là, on est face au rocher de la Vierge, objet symbolique de prédilection, un des objets symboliques de prédilection de Bicy. À ce moment-là, il y avait aussi un match de rugby entre les deux grosses équipes locales. Et donc, on a fait poser la bicycletta devant et on a invité les supporters à poser dessus. Et ensuite, on envoyait toutes ces photos directement à la mairie de Didier Borotra pour lui montrer que la bicycletta devenait de plus en plus populaire. Et à chaque fois, en fait, on essayait de faire mousser l'histoire pour la rendre incontournable et donc augmenter la pression, puisque lui, pendant ce temps, il était en train de se demander qu'est-ce qu'il allait faire le jour où on allait venir avec la bicycletta à la mairie. Ce jour-là, c'est Olencero, le Père Noël basque, c'est un charbonnier, c'est lui à droite, qui a mené la bicycletta à Didier Borotra, avec tous les personnages qui l'avaient chevauché la semaine précédente. Et il est bienvenu, c'est lui avec le casque de vélo. Donc, c'est lui qui est venu avec le casque de vélo. Il fallait quand même qu'il trouve un moyen de ne pas perdre complètement la face. Et en plus, il est venu avec un petit livre sur le vélo pour nous remercier. Et à partir de là, il est devenu beaucoup plus pro-vélo. Alors, dans la communication, dans un premier temps, d'abord, il a fait voter
en conseil municipal plusieurs aménagements cyclables à Biarritz, et il a même communiqué dans son magazine officiel, sur la une, c'était un message pour le vélo à Biarritz, etc. Cependant, un an après, il avait toujours rien fait, en fait, donc c'était resté lettre morte, et on a dû repasser à l'action au Festival international des programmes audiovisuels. Donc il y a des gens de plein de pays différents qui viennent à ce festival-là, qui est toujours à Biarritz, et en demandant en clin d'œil, est-ce que ces promesses, en fait, c'était du cinéma. Bon, voilà. Nous, ce qu'on se dit, c'est qu'il faut souvent gagner les batailles deux fois. C'est-à-dire une première fois pour être reconnu comme interlocuteur et obtenir des promesses de notre adversaire, et comme ensuite il ne va pas les tenir, une deuxième fois pour qu'il les tienne. Mais c'est quand même plus facile de faire tenir une promesse dite que quand il ne reçoit même pas. Donc on ne se décourage pas. Ensuite, on a la dernière action en date, c'était, puisqu'il ne l'avait toujours pas fait, on l'a réalisé nous-mêmes, le contresens cyclable, le premier contresens cyclable à Biarritz, dans le cadre d'une action de désobéissance civile, le jour de la Journée mondiale de l'environnement, annoncé à l'avance. Et donc là, il y avait aussi le dilemme, c'est est-ce qu'il envoyait les policiers ou pas, parce qu'on n'a pas le droit de faire ça. Et on était 110 cyclistes réunis pour faire ce contresens cyclable. En plus, on avait envoyé un dossier technique en réexpliquant pourquoi c'était très faisable. Et après cette action, il y a les principaux futurs candidats à la mairie de Biarritz, parce que là on s'approchait de la fin du mandat de Didier Brotra, qui se sont clairement engagés, s'ils étaient élus, à enclencher une politique cyclable à Biarritz. Et c'est ce qui est en train de se passer en ce moment, où ces projets sont à l'étude avec la nouvelle équipe municipale. Voilà pour un cas d'étude concret sur la campagne Bicicleta. Pour nous, l'intérêt de l'action non violente, c'est qu'elle permet d'utiliser à la fois des moyens de contrainte, mais tout en respectant les personnes qui sont visées. Et donc, en même temps, de préserver les conditions du dialogue. C'est les deux jambes de l'action non violente, la force de persuasion et la force de la contrainte. C'est ce qui nous permet d'agir à la fois sur les rapports de force et sur les rapports de conscience. Et l'autre intérêt de l'action non violente, c'est qu'elle est accessible au plus grand nombre. On essaie d'utiliser toute une palette d'actions non violentes à Bicy, car ça permet à plein de gens aux compétences différentes et aux profils différents de participer. Que ce soit les casse-cou qui vont déployer des banderoles en descendant en rappel sur le conseil général ou d'autres bâtiments, ou ceux qui ont envie de participer à une manifestation festive avec les Dalton ou autres, ou d'autres gens qui préfèrent justement faire tout le travail technique, de dossier, etc. Et bon, plein d'autres types d'actions possibles. Parce que ce qu'on veut, c'est une transformation en profondeur de la société, et donc c'est avec le plus grand nombre qu'on va y arriver. Et donc à travers un mouvement qui est à la fois radical et populaire. Et c'est ce qu'on cherche à faire avec Bicy. Et en 5 ans, on est passé de 20 membres à 300 membres, et on espère être encore plus nombreux dans les mois qui viennent, car on a encore plein d'autres batailles à mener à Bicy. Voilà pour le logiciel radical pragmatique. Et maintenant, je vais laisser la parole à Alice et David, qui vont nous expliquer les coulisses de Bicy, avec la présentation de ces groupes techniques. Effectivement, comme vous pouvez le voir, Bicy a une grande masse de travail, et ça ne se fait pas tout seul. Il y a toute une organisation derrière, et donc en fait il va y avoir différents groupes, des groupes thématiques qui vous seront présentés un peu plus tard, et les groupes transversaux dont on va vous parler avec David. Donc moi, pour commencer, je vais vous présenter le groupe informatique et communication. Donc c'est le groupe qui gère le blog de Bicy, par exemple. Donc, vous pouvez voir la page d'accueil derrière moi. Et c'est aussi celui qui gère les listes mail par lesquelles fonctionnent tous les groupes de travail de Bicy. Donc, étant donné que c'est une quantité de travail énorme à faire régulièrement, on invite tous ceux qui ont des compétences à la matière et qui ont envie de s'intéresser à la communication de Bicy à rejoindre ce groupe. Ensuite, on va avoir le groupe de graphisme. C'est le groupe qui réalise les visuels des tracts, les affiches, les autocollants, les mailings, ainsi que les maquettes des brochures
ou encore les bandes dessinées détournées qui sont régulièrement diffusées dans les campagnes de BC. Donc pareil, avis aux personnes douées dans le domaine, maquettistes ou aux artistes. Donc pour le groupe traduction ensuite, il faut savoir pour commencer que BC essaie un maximum de traduire chacun de ses articles de blog, de communiqués de presse ou tracts ou même affiches. Et donc c'est un groupe qui fonctionne avec une dizaine de traducteurs bénévoles et qui fonctionne uniquement par mail, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réunion. Et voilà, donc c'est aussi un groupe à la recherche de plus de bénévoles pour pouvoir mieux se répartir le travail. Ensuite, nous avons le groupe Euskara, dit BC-RIC. Ce groupe a une place dans la vie interne et externe à BC. Il fonctionne tout en Euskara. Il organise les conférences en Euskara. Et il a une activité régulière, comme l'animation d'une émission de radio appelée BC-RIC, enregistrée tous les mois et diffusée sur Eskuale Irratiak. Cette émission traite des sujets écologiques et sociaux dont s'occupe BC. Et c'est aussi l'édition d'un fanzine en Euskara appelé Pikutarat. Alors pour le groupe photo et vidéo, comme vous pouvez le voir ce soir. Jean-Louis. C'est là-bas. Donc comme vous pouvez le voir ce soir, on essaie toujours de garder une trace des différents événements, car la communication est une partie importante de l'activisme. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des vidéastes ou des photographes, amateurs ou professionnels d'ailleurs, qui prennent des images de toutes les actions, événements ou manifestations et initiatives de BC. Et ce afin d'en assurer une diffusion sur le blog, dans la presse, et avec la plus grande réactivité possible. Avis aux photographes, vidéastes et monteurs qui sont disponibles et qui souhaitent intégrer ce groupe, on cherche aussi du monde. Voilà. Ensuite, nous avons le groupe Pachoki. Donc, en plus de son local, BC possède un local qui va servir pour les ateliers, par exemple, pour la fabrication des banderoles. Mais c'est aussi donc un lieu de fête et de rencontre pour BC et tout un tas d'autres associations basques, humanitaires ou culturelles. On va avoir aussi la Batucada BC qui anime et dynamise les contre-sommets, les actions, les rassemblements et les manifestations. On a pu voir quelques images tout à l'heure. Et elles ont des répétitions qui se déroulent tous les 15 jours. Ah ben voilà. Ensuite, il y a le groupe Bestatalde Logistique. C'est le groupe qui organise toutes les manifestations publiques de BC. Donc, par exemple, comme la manifestation du 1er mai, mais aussi la soirée qu'il y avait eu Pays Basque en transition, Maïstariste, ou encore ce week-end du 20-22 juin. Ce groupe cherche tous les gens qui apprécient bricoler ou cuisiner ou encore qui ont des compétences qui peuvent servir à organiser un événement. Donc en plus de ces groupes de travail permanents, on va avoir, d'autres groupes qui vont intervenir, donc comme les ateliers. Dès que quelque chose se prépare, on organise donc des ateliers pour la fabrication des banderoles, des pancartes, des affiches cartonnées, des déguisements, etc. Et à ce moment-là, on appelle les adhérents à venir donner un coup de main. Donc ensuite, il faut savoir que BC opère aussi une formation permanente menée en co-organisation avec la fondation Manu Robles Aranguis, qui est organisée toute l'année et gérée par la coordination de BC. Donc ça peut prendre la forme de conférences, de journées ou de stages de plusieurs jours. Et ça forme à animer une réunion, à parler à la presse, à des questions concrètes d'écologie ou même à des techniques militantes. Et en amont de cela, les adhérents reçoivent chaque vendredi une sélection d'articles qui sont formateurs sur les grands enjeux écologiques et sociaux. Et enfin le groupe Ekins, donc c'est le groupe Action. Donc, avec des gens formés à la non-violence. C'est le groupe qui conçoit, prépare et organise les actions que BC décide de faire en fonction de ses campagnes ou de ses axes de travail. Donc pour conclure, il faut savoir que BC regroupe des personnes au profil et aux compétences très différentes et au final c'est ce qui rend possible
tout ce travail qui est fait. Et quels que soient ses centres d'intérêt ou ses compétences, les groupes sont assez variés pour que chacun puisse apporter sa part de colibri et trouver sa place à l'intérieur de l'association. Donc maintenant qu'on a fait le tour sur l'organisation, je vous propose de regarder quelques vidéos qui vont expliquer le rapport entre le lien social et l'écologie. Alors moi, suite à ça, je vais vous parler des liens que nous faisons constamment entre écologie et aspects sociaux. Donc les extraits vidéo que vous venez de voir mettent bien en évidence le travail qui est mené au sein de BICI par rapport aux problématiques socio-économiques. En tant que militants écologistes, nous avons parfaitement conscience que remettre en cause l'activité humaine qui a un coût écologique trop élevé, c'est aussi remettre en cause les modes de consommation ainsi que les modes de production. Le capitalisme, pour être sûr d'être comprise. C'est aussi chercher à faire évoluer les mentalités, les comportements. Il y a une réelle convergence entre les questions de survie environnementale et les questions de survie au sein de la société. D'où notre leitmotiv depuis le début au sein de BICI, urgence climatique et justice sociale. Il est impossible de cloisonner, les problématiques environnementales sont indissociables des problématiques sociales et sociétales. Nous portons donc les idées selon lesquelles il faudrait travailler moins pour produire moins et donc pour polluer moins. Il faudrait aussi produire différemment et consommer différemment. Nous militons pour une répartition juste des richesses et c'est pourquoi nous intégrons dans nos réflexions les thématiques telles que le partage du temps de travail, la réduction du temps de travail, la défense des acquis sociaux, des retraites, la lutte contre la précarisation des conditions de travail, la notion de revenu maximum autorisé, etc. Donc vous comprenez donc bien que l'ouverture de l'Intermarché de Bayonne le dimanche matin était inacceptable. Alors c'est vrai que c'était très drôle de voir, vous venez de le voir, tous ces militants de BICI dans les allées du supermarché en train de s'adonner à des jeux, des pique-niques, des loisirs en famille, etc. Mais le symbole est fort parce qu'il interroge sur le type de société que nous voulons pour demain. L'extrait de la manif du 1er mai 2012 illustre aussi parfaitement ces liens inextricables entre luttes écologiques et luttes sociales. Surtout dans le contexte de 2012 où nous devions faire face à un petit président clamant sans complexe, l'environnement, ça commence à bien faire. Et à un gouvernement qui a permis l'élargissement du travail du dimanche, qui est revenu sur les 35 heures hebdomadaires, qui prônait la croissance et le travailler plus, et qui par-dessus le marché s'est attaqué aussi à l'âge de la retraite. Le gouvernement a changé depuis, mais nous continuons à lutter face à des décisions ou des orientations politiques qui ne sont pas responsables de notre point de vue. Je pense aux problèmes liés par exemple à la transition énergétique, et là cette semaine on en a beaucoup parlé, ou à la lutte contre les grands projets inutiles comme Notre-Dame-des-Landes, ou encore je pense aussi à la pollutaxe, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Alors pour aller un petit peu plus loin, si on doit enclencher une véritable transition énergétique dans nos sociétés, on doit aussi organiser cette transition pour l'ensemble des salariés impliqués. Donc des emplois vont disparaître, d'autres vont naître, les impacts sociaux vont être énormes. Donc nos luttes vont forcément croiser, et croisent déjà, des luttes syndicales. Là encore, il y a des solutions. Je pense par exemple au travail qui se fait autour de la campagne 1 Million Climate Jobs, 1 million d'emplois climatiques. Les enjeux climatiques et écologiques donc, sont énormes, mais les enjeux sociaux aussi. Donc je pourrais citer quantité d'exemples comme le problème de la précarité énergétique ou celui de la crise du logement. Bien sûr, la sphère sociale, elle est immense. Et là, moi, je n'ai que quelques minutes, donc je ne vais pas non plus rentrer dans les détails, mais je pense que chacun d'entre nous est à même de comprendre à quel point dimension environnementale et dimension sociale sont intimement liées. Donc comme tout être vivant, nous agissons en interaction avec notre environnement. Si nous pensons qu'un autre monde est possible, c'est bien sûr pas seulement à une nature préservée que l'on pense. C'est aussi à une société plus juste, et une société basée sur la répartition des richesses et pensée dans la sobriété. Donc la sobriété qui n'est pas à l'ordre du jour pour une minorité qui s'enrichit de plus en plus. L'action menée chez Ferrari avait pour objectif d'interpeller les citoyens sur la notion de démesure, parce que c'est vrai qu'en situation de pleine crise qui porte atteinte à nos salaires, à nos conditions de vie et à nos acquis sociaux,
enfin en tout cas ceux du plus grand nombre, les entreprises du luxe comme Ferrari battent leur record de vente. En remettant en cause l'idée d'une croissance démesurée et d'une course à l'accumulation des richesses, nous voulions aussi porter l'idée de la nécessité d'imposer un revenu maximum autorisé. Les ressources de notre planète sont limitées et notre consommation doit l'être aussi. L'accumulation des richesses par une minorité est tout aussi inacceptable. Leurs comportements ne peuvent pas non plus être des modèles de développement et des idéaux pour les générations à venir. Donc, si BICI est un mouvement écologiste, c'est aussi un mouvement social. Nous aspirons à transformer la société dans un sens plus adapté à une vision écologique, mais surtout, on le fait en intégrant les générations futures. Donc, alors je résume. Donc, vous avez le temps d'attraper un stylo pour noter. Redistribuer les richesses, réduire les inégalités, respecter les limites de la planète, préserver les conditions de vie des générations qui nous suivent, et tout ça sans jamais perdre son humour. Donc là, du coup, je passe la parole à la spécialiste de l'humour. Voilà, donc je laisse la place à Magali. Moi, je suis la rigolote ce soir. Donc là, dans notre quotidien, si on regarde bien, on est tout le temps bombardé d'infos. Elles sont plus ou moins catastrophiques et la plupart du temps, les gens vont les prendre avec un certain fatalisme et vont se dire « mais moi, qu'est-ce que je peux y faire ?» Nous, ce qu'on va essayer de faire dans nos actions, c'est d'utiliser l'humour, mais dans un but militant. Comme ça, on va essayer de créer une prise de conscience et une possible identification des gens. BICI va toujours s'employer à concevoir des actions qui vont être dynamiques, qui vont être différentes et surtout qui vont être non moralisatrices. On va toujours chercher à faire des actions originales, comme ça on va créer l'attention du public pour qu'il puisse s'intéresser à ces sujets. Ces actions originales, elles ont aussi un double avantage, c'est qu'elles vont aussi créer l'attention des médias. Et de ce fait, les médias vont relier plus largement les infos et les sujets dont on parle. Quand on regarde dans les actions et les vidéos qu'on a vues, quand on regarde la réaction des gens, on les voit souvent avec le sourire aux lèvres. Pourtant, ce n'est pas parce que c'est drôle que ce n'est pas important. Nous, les actions, on les conçoit avec le but d'informer. Donc pour ça, pendant les actions, on va distribuer des tracts. Et les gens, ils vont être sensibles à l'action, ils vont garder le tract. Et quand ils vont rentrer chez eux, ils vont se rappeler de l'action qui était sympa, qui était non violente, qui était bon enfant. Ils vont lire le tract et du coup, ils vont chercher à aller plus loin et ils vont adhérer plus facilement au sujet qu'on porte. C'est le double effet qui se coule. On va à la fois jouer sur le registre de l'humour et à la fois sur un registre percutant. S'il fallait donner un style à BICI, on pourrait dire que ça serait celui-là. On mélange tout le temps les deux registres. C'est ce que John expliquait tout à l'heure sur les actions Bicicleta. Pour votre exemple, vous avez les actions, la dernière action qui a été faite, les actions contre le projet AlphaCoal. Donc en fait, AlphaCoal, pardon. Donc en fait, in fine, ce qu'on demandait, ce qu'on appelait, c'était une action directe de non-violence, de désobéissance civile, qui consistait à déverser du charbon devant la société générale. En attendant cet ultimatum, il y a eu des actions qui ont été faites avec les kangourous, et ces actions, elles ont fait marrer les gens. Du coup, ils se sont intéressés au problème, et au final, la dernière action, elle a quand même été bien perçue par le grand public. Il ne faut pas penser non plus que les actions qu'on met en place, elles vont coûter cher. Souvent, le truc qui va être compliqué, c'est trouver la bonne idée. Donc pour ça, comment on procède? On se retrouve, on va faire des réunions, et puis on va discuter de l'action, on va se lancer les différentes idées, puis celles qu'on va trouver qui sont un petit peu plus percutantes, on va essayer de les bosser. Une fois qu'on a calé l'intervention, on va faire des ateliers, donc on va faire des ateliers pancartes, banderoles, il ne faut pas beaucoup de matériel pour ça, du carton, de la bâche, de la peinture. Le truc qui coûtera le plus cher là-dedans, ça va être le rétroprojecteur. Après, comme David et Alice expliquaient, tout le monde est sollicité. Tout le monde met la main à la pâte. On va emmener des trucs qu'on a à la maison, un costume, un clic-clac et d'autres trucs en fonction de l'action qu'on va faire. Puis si vous avez bien regardé les vidéos, on recycle pas mal aussi chez BICI. Par exemple, les combis blanches, on les a utilisées pour pas mal d'actions. Le nucléaire, les banques sales. Donc l'imagination va être ici au service de propositions et d'alternatives qui vont être sérieuses et qui vont être concrètes. Et ça va être au final un vrai catalyseur.
On est ainsi de plus en plus nombreux à réclamer chaque jour une justice sociale et écologique. Donc, pour continuer sur AlphaCol, je l'ai bien dit sur ce coup-là, on va regarder des vidéos sur les finances éthiques qui vont ensuite être commentées par Reg et Max. Je me rappelle dans le temps que quand j'étais petite qu'on ne gaspillait rien. Ni l'eau, ni le savon, ni la lumière. Le mouvement BICI est ici pour une opération de nettoyage, une grande opération qu'on ne pourra pas mener tout seul parce qu'il y a tellement tel travail à réaliser, parce que les banques, au niveau transparence, au niveau investissement écologiquement irresponsable et socialement irresponsable à l'étranger, il y a tellement de boulot à faire de nettoyage que il faut appeler les citoyens, il faut appeler tous les gens qui ont un compte bancaire, soit à demander à leur banque de changer de banque, changer la banque ou changer de banque. Je ne vois pas très bien comment on peut faire autrement. Les banques, il y aurait tant à dire. Alors je vais le faire court, rassurez-vous. Je vois que ça commence à fatiguer dans la salle. Non? Ah bon, ben d'accord, je délaye alors, c'est parfait. Alors les banques, c'est connu pour quoi? Alors des choses très sympas, hein, plein d'artifices, d'échappatoires pour aller placer son argent dans les paradis fiscaux. Enfin, surtout pour les multinationales et les ultra riches, soyons bien d'accord. L'argent de BICI est placé localement. Voilà, ça c'est les... Bon, ça apparaît de temps en temps pour le grand public. Mais malheureusement, à BICI, dès le départ, on a vu que les banques, il y avait encore un souci plus grave que tout ça, c'est tous les désastres causés au niveau environnemental et social, donc ce qu'on a vu là sur les vidéos. On s'est appuyé dès le départ sur des analyses d'ONG internationales qui étaient reliées en France par les Amis de la Terre. Et voilà, donc on a mené des campagnes avec nos principes qui ont été expliqués tout à l'heure, teintés d'humour, etc. Je rappelle juste, parce que le prospectus est passé très vite quand même, donc les banques, elles sont classées en 3 parties. Donc celle qu'on met en avant, c'est plutôt la nef et le crédit coopératif. En deuxième catégorie, donc on va avoir plutôt le crédit mutuel, la banque populaire, la banque postale. Et puis donc les 4 banques catastrophiques. Donc le Crédit Agricole, avec sa filière le Crédit Lyonnais, la Société Générale et bien sûr BNP Paribas. Développement des sables bitumineux, nouvelle centrale nucléaire avec des normes antérieures à celles de Tchernobyl. Donc vous avez vu la liste, hein. Voilà les quelques joyeusetés donc, qui peuvent être financées par les banques et plein d'autres choses encore. Et surtout, donc campagne d'actualité, hein, le projet AlphaCol. Donc c'est cette opération en Australie qui déverserait dans l'atmosphère 1,8 milliard de tonnes de charbon. Donc aujourd'hui, alors financer, bon, la Société Générale se joue sur les mots, pour l'instant ils en seraient qu'à une phase de conseil, mais bien sûr leur idée c'est de financer tout ça. Voilà, donc avec cette campagne que vous avez vue sur les écrans.
Du coup, comme le disait Dany, en fait, on incite vraiment les citoyens à s'intéresser à leur banque, à demander des comptes à leur banque, et si celle-ci reste hermétique, à en changer avec le classement qu'on a vu tout à l'heure. Plus largement, au-delà de ces aspects, donc il faut garder à l'esprit aussi que les banques, c'est un des piliers de ce monde de croissance, de cette société productiviste et croissantiste, puisqu'en fait, par le système de crédit et de prêt, on est conscient à BICI que justement les banques poussent en avant, puisqu'il faut toujours plus de travail, toujours plus d'activité pour pouvoir rembourser les prêts. Et en fait, c'est voilà, toujours cette idée où on fonce tout droit dans le mur, on est pris dans un élan dont on n'arrive pas à se sortir dans ce modèle-là. Voilà. Les autres piliers, pour rappel, donc la publicité, la mode, le marketing et tout ce qui est obsolescence programmée. Donc des thématiques sur lesquelles on travaille aussi à BICI, bien sûr. Au-delà de ces dénonciations donc, globales, qu'est-ce qu'on fait donc, en local au-delà de ces petites scènes d'humour? On a participé aussi donc, à la mise en place d'une monnaie locale. Il y a plus d'un an et demi, on était parmi les associations initiatrices donc, de l'ECHCO, que la plupart d'entre vous connaissent. On notera qu'en un an et demi, on a 2500 utilisateurs à ce jour, 570 entreprises et associations, et du coup l'ECHCO qui se classe donc, dans les premières monnaies locales de France et d'Europe. Voilà, donc l'ECHCO, monnaie locale basque, écologique, solidaire. Donc basque, c'est l'aspect culturel, linguistique, où on défend effectivement le Shkara qui malheureusement n'est pas en bonne position sur le territoire. Écologique, par le SCHCO on incite à consommer localement, donc ça fait moins de transport de marchandises. On incite aussi donc, les différents acteurs, commerçants, etc., à activer le tri des déchets. Et en fait, enfin solidaire, donc le point important en temps de crise, crise, moi je parle plutôt de tournant, parce qu'en fait ça va dynamiser l'emploi local, ça va créer aussi un tissu solidaire entre associations, individus et les différents acteurs économiques du territoire. Enfin, juste pour dire, au niveau de la dynamique de l'ECHCO, là on espère maintenant, après la signature du pacte de transition énergétique par plusieurs collectivités, donc qui mentionnait un item sur l'ECHCO, que les collectivités territoriales vont participer en fait à cette démarche-là aussi. Voilà, avant de lancer la parole, je fais juste un petit clin d'œil à une future maman qui est dans la salle et qui a réussi à quitter le crado agricole pour une banque plus vertueuse. Voilà, donc je voudrais partager les applaudissements avec elle. Je vais vous parler un peu de comment BICI relie dans ses actions le local au global. Donc le changement climatique et la crise énergétique sont des phénomènes planétaires, évidemment, et qui affectent les conditions de vie civilisées sur Terre. Et pour combattre le réchauffement global et mettre en place des alternatives, l'action locale peut être un puissant levier. Parce que l'action locale intervient là où les gens vivent, habitent, consomment, se financent et se transportent. Donc BICI s'adresse aux problèmes qui concernent les habitants du Pays Basque Nord, directement et concrètement, en faisant le lien avec les conséquences économiques, sociales et écologiques du changement climatique et de l'épuisement des énergies fossiles. Donc ces enjeux deviennent alors tangibles pour les populations locales et restent non pas abstraites, qu'est-ce que c'est le changement climatique. Et en plus, donc, réussir une action, ça veut dire produire un changement réel et bénéfique sur le territoire en termes d'empreinte carbone et énergétique, des réductions de pollution et de transport nocif. Et aussi, il s'agit de construire une résilience, donc une capacité de résister, en termes de gagner en souveraineté énergétique, en sobriété énergétique, et d'accroître notre capacité à faire face à la crise. Donc, par exemple, on a vu l'action consistant à défendre le projet de construction du chronobus à Bayonne, les actions anti-LGV, la campagne pour la construction des pistes cyclables à Biarritz. Tout ça a permis de défendre les alternatives autoroutiers, dont parlait Iban tout à l'heure, et donc de réduire notre empreinte carbone et rendre le transport accessible à tous et à toutes. Et donc les actions aussi contre les banques sales et en faveur des banques éthiques, que vous venez de voir. Ça incite les habitants de la région à ne plus financer avec leur propre argent
des projets climaticides et socialement désastreux, ici et dans d'autres régions du monde, et justement de placer leur argent dans des banques moins nocives. Autre grande campagne locale, la boîte à outils pour les municipales, qui a été adoptée par 30 communes du Pays Basque Nord, correspondant à 74% de la population locale, à la suite des dernières municipales, ont permis d'avancer sur la mise en place de la transition énergétique sur le territoire. Et donc, grâce à ce changement territorial, on avance en même temps dans le sens du combat contre le changement climatique et de la mise en place d'alternatives. Donc, pour schématiser, il s'agit, dans un premier temps, d'interpeller les populations locales sur les enjeux globaux, puis de mettre un maximum de gens en marche pour rendre les territoires locaux plus résilients. Le pari est donc que les territoires changent dans le bon sens au vu des enjeux globaux. Le local renforce le global et vice-versa. Après, il y a aussi des actions qui, à part rendre les territoires locaux plus résilients, qui font directement le lien entre le local et le global. Par exemple, la chaîne humaine à Bayonne, à l'occasion de l'anniversaire du désastre de Fukushima en 2012, réunissant 500 personnes, que vous avez vu tout à l'heure. La campagne Logo Climat, lancée il y a 2 ans avec l'appui de militants connus dans le monde, comme Naomi Klein et Vandana Shiva, pour élaborer un logo reliant les différentes luttes climatiques, donc des gaz de schiste à la souveraineté alimentaire, et qui est toujours en cours. Autre exemple aussi, Alternative à Bayonne, évidemment, en octobre 2013, le village des alternatives au changement climatique, et qui a rassemblé 12 000 personnes à Bayonne, donc le plus grand rassemblement citoyen qu'a connu l'Europe depuis Copenhague en 2009. Et puis l'opération, évidemment, Retour à l'envoyeur, que vous venez de voir, et qui consistait à déverser 1,8 tonne de charbon devant le siège régional de la Société Générale à Bayonne, et pour lui demander le retrait du projet Alpha Coal en Australie. Et puis, en dernier point, BC relie ses activités au global par sa présence aux événements mondiaux. Donc, les rencontres du mouvement altermondialiste en particulier, et donc avec l'objectif de s'informer, d'apprendre, de mobiliser et de se mettre en lien avec d'autres mouvements. Donc évidemment le Climat Forum à Copenhague en 2009, le Sommet des peuples pour la justice sociale et écologique à Rio de Janeiro en 2012, le Forum social mondial à Tunis au printemps de l'année dernière, et la participation de BC au Global Power Shift à Istanbul, qui a rassemblé plus de 500 personnes, de jeunes, pour la transition énergétique en été 2013. Donc voilà, et maintenant on va passer au thème des alternatives, et on verra un extrait d'une vidéo sur la soirée des signatures du pacte municipal. Merci Melishka. Moi je vais continuer en vous parlant de l'importance de proposer des alternatives. Mais d'abord, pour démarrer, une petite devinette, pas du tout végétariano-compatible. Comment est-ce que l'on fait pour avaler un éléphant entier? On le découpe en petites bouchées, effectivement. Et le défi qu'on a relevé aujourd'hui, c'est un énorme éléphant, un mammouth à avaler. Il s'agit de transformer de fond en comble notre société, nos modes de vie. Mais tous ceux qui ont tenté d'avaler un éléphant d'un coup se sont cassés les dents et le reste. Et donc, c'est là que rentre en jeu le logiciel radical pragmatique de BC. Nous sommes conscients de la taille de l'éléphant, mais nous acceptons quand même d'agir par petites bouchées, ou de multiplier les parts de colibri, pour prendre une autre image chère à BC. Nous savons aussi que nous ne pouvons pas changer le monde tout seuls. Nous n'aurons de chance d'avaler l'éléphant que si nous nous y mettons tous. Pas que les convaincus, les purs, ceux qui roulent à vélo, qui mangent du tofu, etc. Mais aussi ceux qui pensent qu'ils n'ont pas le temps, pas l'argent, ceux qui adorent leur 4x4, et même ceux qui ne votent pas du tout comme nous. Pour cela, il faut que les changements nécessaires soient porteurs d'espoir, qui ne soient pas uniquement renoncement, mais promesses d'avenir. La peur, le sentiment d'impuissance, la résignation favorisent le repli sur soi, l'immobilisme, le déni. Pour avoir envie d'avancer, pour accepter l'inconfort du changement, nous avons besoin de pouvoir regarder l'avenir avec confiance. Or,
Or, cet avenir, il existe déjà en germe actuellement dans la société. Partout, tant à notre porte qu'à l'autre bout du monde, des hommes et des femmes de bonne volonté posent les bases d'une société plus juste et plus respectueuse de l'homme et de la terre. Tout n'est pas à inventer. Il y a beaucoup à partager et à développer. Les changements auxquels nous aspirons sont déjà en marche. C'est pour encourager cette dynamique qu'a été créée la boîte à outils municipale. Ce document est un outil pratique destiné aux élus locaux. Il propose 50 fiches regroupées en 12 domaines, l'eau, la mobilité, les déchets, etc., qui donnent chacune 4 pistes concrètes d'action, avec des objectifs atteignables d'ambition croissante. La boîte à outils parle de la réalité des élus locaux qui ne sont pas des spécialistes dans tous les domaines, parfois même dans aucun domaine. Elle présente l'intérêt de chaque action, en donne les différentes étapes, le cadre législatif, les appuis financiers possibles et les références de projets déjà mis en place. Cette boîte à outils a été distribuée à plus de 1700 exemplaires. Localement, le pacte de transition énergétique qui en est l'émanation a été signé par 80 listes candidates aux élections municipales. Donc on les a vus dans le film tout à l'heure. Et donc, comme le disait tout à l'heure Max, ce sont 30 communes concernant 74% de la population de Pays Basque Nord qui sont gérées par des municipalités qui se sont engagées sur le pacte de transition énergétique. Et ça, ce n'est pas rien. Et c'est important que nous nous concentrions sur ces signes positifs. Car pour les individus comme pour les sociétés, pour les collectivités, la voie du changement ne connaît pas de retour en arrière. Chaque changement en amène un autre. Le premier pas, parfois, est dérisoire, mais c'est le premier pas qui amène ceux qui suivent. Avec d'autres succès, comme celui d'Alternativa, la réussite de cette mobilisation est le signe que la dynamique du changement est en marche, et que cette dynamique, c'est chacun de nous qui l'impulsons, et c'est maintenant que ça se fait. Le travail de BICI est très loin de se résumer à sa face la plus visible, comme les actions coup de poing ou les manifs. La plus grande partie du travail de BICI n'est pas médiatisée, on ne la voit pas dans les vidéos qu'on passe ce soir. Elle se déroule au quotidien, menée par ce que nous appelons les groupes thématiques de BICI, qui rendent compte de l'avancée lente mais permanente de leur travail de fourmi lors des coordinations de BICI. Le groupe Cerro Sabor, donc là vous aviez l'organigramme de BICI, vous pourrez avoir demain tous les groupes, la coordination, etc. etc. Le groupe Cerro Sabor Consommation Responsable a réalisé un diagnostic du recueil et du tri des déchets en Pays Basque Nord et tente de promouvoir les politiques de réduction de déchets et de tri sélectif à la source du type Cerro Sabor. Il a récemment, zéro déchet donc, en basque, il a récemment édité le tract Les 10 réflexes du consommateur et travaille sur le projet PEPS, réseau solidaire de prêts et d'objets destiné à réduire notre empreinte écologique tout en améliorant notre niveau de vie individuel et collectif. Le groupe Alternative aux tout-voitures travaille à développer et promouvoir les alternatives à l'usage soliste de la voiture, transport collectif comme les trains de proximité ou les bus sans site propre, covoiturage, vélo et transport doux, etc. Il participe également à la lutte anti-LGV et à la défense du fret SNCF. On salue les cheminots en grève, en dure grève et victimes d'un lynchage médiatique. Donc ils ont besoin de toute notre solidarité. Et les autres alternatives au transport routier de marchandises. Le groupe Banquetique mène depuis 5 ans déjà un travail d'information sur les impacts sociaux et environnementaux de certaines banques et de promotion de leurs alternatives comme la Nef, la Fiaré, les Clef, les Clèges, Ericoa, etc. Ce travail a également été très important lors de la création lors de la réflexion de BICI sur ce que pouvait amener la création d'une monnaie locale en Pays Basque et comment elle devait se faire. Le groupe Gatsa Marcha, ça veut dire Marche du sel en basque, gère la participation de BICI au travail global, international, comme le processus Alternativa et le projet de Tour Tandem Alternativa, la préparation de la mobilisation à Paris lors de la COP21, le projet international Logo Climat, notre participation aux Amis de la Terre, nos relations avec le réseau Action Climat, Attaque France, Greenpeace, la coalition
Climate Justice Now, les campagnes de type Stop Alpha-Col. Le groupe Etcheco Ecohabitat s'est constitué après Alternativa et a pour volonté de promouvoir l'éco-construction et l'éco-rénovation, favorisant les économies d'énergie et l'utilisation de matériaux sains. Il travaille actuellement à la création d'un forum dédié à l'éco-construction, mise à disposition de fiches techniques de maisons éco-construites localement et d'outils d'aide à la mise en place de chantiers participatifs, forums, chartes, guides. Il a également comme projet l'organisation de conférences et de visites de maisons. Un autre groupe s'étant constitué, je passe, le groupe Ausolana s'active sur 2 axes, quant à lui. Un travail réalisé en partenariat avec le syndicat ELA, visant à calculer le nombre d'emplois que créerait dans les domaines les plus divers de l'économie du Pays Basque Sud et Nord une politique résolue contre le changement climatique et pour la transition énergétique, et la création d'un guichet unique des droits sociaux pour aider chômeurs, précaires, locataires, consommateurs, salariés et usagers à connaître et à faire défendre leurs droits. Le groupe Transitioa a quant à lui réalisé la boîte à outils municipale climat-énergie présentée à l'ensemble des listes se présentant aux dernières municipales, on vient d'en parler, et animé l'opération Pacte de transition énergétique. Un comité de suivi des engagements qui porte sur l'urbanisme, les transports, l'énergie, l'agriculture, l'économie, etc., va naître en septembre prochain, donc avis aux amateurs, et publiera chaque année un rapport rendant compte de l'avancée de chacun des engagements municipaux dans chacune des mairies signataires. Enfin, un nouveau groupe de travail est en projet afin de suivre les questions d'agriculture et d'alimentation en milieu urbain. Chacune d'entre vous est invité à rejoindre, à renforcer l'un de ces groupes en fonction de vos goûts, de vos compétences et de vos disponibilités. Le rythme de réunion de ces groupes est en général mensuel, avec du travail qui se répartit et peut se faire ensuite chez soi. Chacune peut ainsi apporter sa part de colibri et le résultat de tous ces petits apports peut parfois être très important et contribuer à changer le visage de notre société, à faire avancer la transition sociale et écologique à une échelle collective. Il y a également des groupes locaux à Bissy, donc le fameux Bayonne Nord, il y a Bayonne Centre, il y a le groupe Bissy-Laroune sur Saint-Jean-de-Luz, Sandaille, Urugne, etc. Et en septembre prochain, on va créer un groupe Bissy à l'intérieur du Pays Basque, en Basse-Navarre. Donc ceux qui sont intéressés, si vous connaissez, faites passer le mot. En septembre, donc, se crée une antenne locale en Pays Basque intérieur. Et donc le mot de la fin de cette soirée, ça sera justement pour Nicolas Goni, qui est du groupe Bissy-Laroune sur le sud de la côte basque. Je vais revenir plus en détail sur une des démarches nombreuses qu'ont citées juste avant moi Elise et Tchetch. Une donc, parmi ces démarches qui vise à faire connaître, à faire développer toutes ces alternatives. Il y en a une qui aujourd'hui, qui avait démarré de Bayonne et qui est en train de se décliner dans tout l'Hexagone et dans toute l'Europe. Il y en a une quarantaine en préparation en ce moment. C'est celle des villages Alternativa. Donc suite à celui qui s'était tenu à Bayonne le 6 octobre dernier. Actuellement, il y en a une quarantaine en train de se monter dans toute la France, à Bordeaux, à Nantes, à Bastia, à Strasbourg. Il y en a ailleurs en Europe en train de se construire à Genève, à Bruxelles, bientôt en Autriche, en Roumanie. Il y en a un également à Tahiti, au milieu du Pacifique, qui est en train de s'organiser. Et donc et comme l'a rappelé Max avant moi, donc cette alternative initiale à Bayonne le 6 octobre dernier, c'était le premier événement en Europe qui rassemblait autant de monde sur la thématique du climat depuis le sommet et le contre-sommet de Copenhague en 2009. Donc un village Alternativa, qu'est-ce que c'est? C'est 3 choses. D'une part, c'est une université populaire à ciel ouvert dans laquelle il y a des journalistes spécialisés, des scientifiques, des climatologues, des agronomes qui viennent faire des conférences en dispensant leur savoir de façon accessible au grand public et à faire passer cette connaissance des problèmes et des solutions. C'est aussi, comme une foire bio, un salon des alternatives concrètes où on trouve tout un tas de solutions pratiques pour moins consommer d'énergie, moins émettre de gaz à effet de serre et moins gaspiller plus globalement. Et puis c'est également une fête populaire, parce qu'on tient à ce que ça se situe à l'opposé de la démoralisation et du cynisme qu'il y a trop souvent
dès qu'il est question de l'enjeu et des dangers de l'évolution actuelle du climat. Parce que voilà, on montre que les solutions, elles existent, elles sont à portée de main dès aujourd'hui, et elles contribuent en plus de ça à construire un monde plus juste et plus désirable. Donc la dynamique alternative, en fait, elle vise essentiellement à incarner ça, que les solutions, elles viennent d'en bas, et qu'on n'a pas forcément à attendre de la part des dirigeants et des décideurs qui mettent en place, qui prennent des mesures et qui mettent en place des solutions. On peut dès aujourd'hui, dès la base, lancer toutes ces alternatives. Et puis, cette multiplication des villages alternatifs, ça aura aussi pour but de peser médiatiquement et dans l'opinion sur le sommet COP21 qui se tiendra près de Paris à la fin de l'année 2015, donc dans l'année prochaine, et pour faire comprendre aux décideurs que la société civile s'est emparée de la question climatique, qu'elle la porte devant eux et qu'elle attend de leur part des décisions responsables et conscientes de l'enjeu du climat. Et donc au-delà de ces négociations sur le climat qui concernent un enjeu global, les villages alternatifs, ils servent aussi au niveau local à créer des synergies, parce que trop souvent, il y a des gens qui œuvrent dans le même sens, c'est-à-dire de moins gaspiller, de faire des choses plus sobres, plus résilientes et qui construisent une société plus juste, mais parce qu'ils sont chacun débordés de boulot ou trop peu connus, trop peu médiatisés, ils ne se connaissent pas. Et du coup, ça leur donne le sentiment d'agir à contre-courant, d'être isolés, ils ont tendance à y perdre leur force. Et les villages alternatifs, de par la diversité d'alternatives et de personnes que ça rassemble, c'est aussi une occasion de les faire se rencontrer et de construire et de renforcer les liens existants entre eux pour faire naître des nouvelles initiatives collectives qui continueront dans la durée. Donc Tchetch a cité juste avant le groupe de travail Echeco qui s'était lancé suite à l'Alternativa de Bayonne. Il y en a d'autres qui sont dans cette même dynamique. Et puis donc pour ceux qui ont raté, qui n'avaient pas la chance d'être à Alternativa le 6 octobre dernier, ou pour ceux qui étaient et qui ont envie de revivre un événement comme ça, on en organise un donc, depuis le groupe local Bissy-Laroun, un Alternativa qui aura lieu à Soquois, donc c'est dans la baie de Saint-Jean-de-Luz le 5 octobre prochain, vous l'avez affiché là sur les murs, puis bon, vous pourrez venir nous poser des questions dessus. Donc ça se tiendra le dimanche 5 octobre. Et parmi les différents chantiers qu'on essaye de mettre en place, il y en aura un qui consistera par exemple à développer l'agriculture urbaine sur le sud de la Bourg, qui est un secteur extrêmement périurbanisé et où il y a du potentiel là-dessus. Voilà, un exemple parmi des dizaines d'autres. Donc voilà, n'oubliez pas le 5 octobre prochain à Soquois, le prochain Alternativa du Pays Basque. Comme on vous l'a dit, on est un peu plus de 300 adhérents aujourd'hui à Bissy. Ça fait 5 ans qu'on existe, on a plein de luttes à mener et on aimerait être un peu plus. On aimerait viser pour la fin de l'année 500 membres. Donc pour cela, vous trouverez aussi des bulletins d'adhésion à remplir, voilà, pour ceux qui ne sont pas encore adhérents ou pour ceux qui ont des amis qui pourraient être intéressés à adhérer. Voilà, donc merci encore d'être venus. Adieu. We can change.